Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et content de pouvoir participer de nouveau aujourd'hui et contribuer avec le papier commun préparé avec le professeur Sapir. Voilà, comme ça. Je pense que c'est bon. Et ici. OK. Voilà, donc le papier commun s'intitule Contraintes et objectifs du policy mix en période de crise et d'incertitude. OK, donc en fait, ce travail, c'est un travail en cours, hein, Work in Progress, parce que c'est parti de l'idée, de l'observation qu'au moment où les banques centrales passent à des politiques monétaires plus restrictives, eh bien, en même temps, on voit aussi que les États sont tentés ou encore commencent à resserrer aussi la politique budgétaire. Après avoir évidemment un petit peu lâché les cordons de la bourse, hein, après avoir fait des politiques budgétaires un peu expansives ou en tout cas accommodantes s'agissant de gérer les effets Covid et notamment les effets du confinement. Ça a évidemment entraîné beaucoup de dépenses publiques et un ratio de dépenses et de dettes accru un peu partout dans les pays riches. Eh bien, la question est de savoir maintenant comment va-t-on faire cet ajustement budgétaire, à quel rythme et avec quels horizons. Donc, on est parti de cette idée-là. Alors, ici, je voudrais présenter rapidement comme un sommaire le contenu de cette présentation qui, encore une fois, c'est un travail en cours, hein, vous allez voir. Donc, en introduction, nous allons rappeler le cadre conceptuel, les réflexions théoriques et les illustrations empiriques qui sont annoncées. Ensuite, deux parties. Première partie, on va caractériser l'inflation. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Ouais. Les réponses de politique monétaire. Et en deuxième partie, nous reviendrons sur le débat s'agissant de la priorité à la stabilisation ou à la croissance. Un vieux débat qu'on retrouvera un peu comme similaire à celui du stop and go des années 70. Et puis, rapidement, nous évoquerons les expériences réelles sur lesquelles nous travaillons. Nous avons commencé à travailler, nous allons poursuivre le travail. Alors du coup, ce cadre conceptuel de la réflexion s'énonce très bien dans un tableau à double entrée, hein, où on retrouve les deux mamelles du policy mix, avec en colonne la politique budgétaire et en ligne la politique monétaire. L'idée étant, dans les deux cas, de distinguer les faucons des colombes, hein, en anglais hawks and doves. L'idée, évidemment, c'est que les faucons ont une politique restrictive, que ce soit en politique monétaire ou en politique budgétaire, tandis que les colombes ont évidemment une politique accommodante, expansive, dans chacune des deux politiques. Ce qui nous donne évidemment très directement, dans ce tableau à double entrée, quatre cases. La première, celle du nord-ouest, donc où on aura le double F, c'est-à-dire où se rencontrera une politique restrictive à la fois budgétaire mais aussi monétaire. À l'inverse, dans la diagonale, la case sud-est, où on aura un double C, c'est qu'on aura une combinaison d'une politique budgétaire expansionniste ainsi que d'une politique monétaire expansionniste. Donc, je mets les couleurs vertes un peu pour le go et puis les couleurs rouges pour le stop, hein, vous avez compris. Et puis, dans l'autre diagonale, on a la combinaison, un mix un peu, disons, contradictoire en quelque sorte, où on aurait une politique monétaire ici dans le nord-est
une politique monétaire restrictive combinée à une politique budgétaire expansive, et ici l'inverse. Voilà un petit peu l'idée ici, c'est de mettre cette grille de lecture avec 4 possibilités théoriques de combinaison. Alors on peut rappeler rapidement, mais ce sont des choses qui sont évidemment bien connues de la plupart d'entre vous. Donc en matière de politique monétaire, ici on oppose les faucons et les colombes. Les faucons sont évidemment adeptes de la rigueur monétaire sur la base, on en a beaucoup parlé déjà hier, de la théorie quantitative de la monnaie, que je rappelle ici, hein, l'équation MV égale QT en français, établie par Irving Fisher évidemment, et puis largement, disons, popularisée, si on peut dire, par Milton Friedman et ensuite mise en œuvre par ses disciples de Chicago. Quels sont les moyens? C'est l'augmentation du taux directeur, de taux d'intérêt directeur des banques centrales. Pardon, je suis passé à la suivante trop vite. Et puis une politique restrictive de la masse monétaire, un ralentissement, voire une contraction, soit de manière traditionnelle, hein, par la planche à billets, ou soit par le quantitative tightening, quand il s'agit des méthodes non conventionnelles sur lesquelles on reviendra. L'objectif, c'est de contrôler, voire réduire l'inflation, donc un objectif de stabilisation macroéconomique. Et la limite, dans ce cas-là, on le sait, la limite ou l'aspect négatif, c'est l'étranglement possible de la croissance, ça a été notamment pas mal évoqué hier, par manque de liquidité, en particulier pour les entreprises qui sont dépendantes de l'accès au crédit. Jacques l'avait hier mentionné dans son intervention. S'agissant des colombes, évidemment, eux, c'est l'inverse. Ils sont adeptes de la relance monétaire sur la base théorique de la théorie générale, évidemment, de Keynes. Donc, il va s'agir inversement de diminuer le taux directeur et de faire une politique d'expansion monétaire. Objectif étant de stimuler la croissance et l'emploi. La limite qui est bien connue de tous les économistes, c'est la trappe à liquidité, hein, dans un cas particulier de l'approche keynésienne, des poussées inflationnistes et la dégradation de la notation éventuellement par les agences et une mauvaise réaction des marchés. Alors, s'agissant de la politique budgétaire, de nouveau, les enjeux théoriques sont bien connus. Les faucons sont adeptes de la rigueur budgétaire sur la base du modèle d'équilibre emploi-ressources tel qu'utilisé, par exemple, au Fonds monétaire international. On a l'équation de l'équilibre macro bien connue, hein, la production est égale à la somme de la consommation de l'investissement, des dépenses publiques et du solde de la balance courante. Donc, la somme, en fait, de l'absorption grand A et de la balance courante grand B. Et donc, absorption interne et balance courante. L'objectif, c'est la stabilisation macro et éventuellement le redressement de la balance courante quand il est dégradé sur la base de la réduction de la demande interne quand elle est jugée trop importante. C'est le cas si on pense qu'effectivement, on a à la fois une balance courante négative, donc B est négatif, mais aussi un déficit budgétaire, donc c'est les fameux déficits jumeaux, les twin deficits. Le déficit budgétaire apparaît quand G est plus grand que T, hein, les dépenses publiques supérieures aux recettes fiscales, les taxes. Et donc, dans ce cas-là, le pays est réputé, selon le modèle, vivre au-dessus de ses moyens. Il va donc devoir se serrer la ceinture, en quelque sorte, à commencer, évidemment, la méthode privilégiée, c'est de réduire ou de ralentir les dépenses publiques de manière à réduire le déficit budgétaire, mais aussi, le cas échéant, pardon, c'est très sensible, mais aussi, le cas échéant, donc réduire la consommation privée en cas, par exemple, de dévaluation contractionniste, tel que mis en avant il y a un certain nombre d'années, et où on peut aussi envisager, ça sera souvent l'approche ici du FMI, d'augmenter donc les taxes. On aurait quelque part la Banque mondiale dans les pays sous ajustement qui invite à réduire les dépenses publiques pendant que le FMI, lui, invite à augmenter les taxes. Mais tout ça va dans le même sens. Alors la limite, évidemment, c'est d'aboutir à une politique, à un policy mix ici, en tout cas une politique budgétaire qui présente un biais contre la croissance. Ça a été très bien mis en évidence par notre collègue Jean-Marc Fontaine dans les années 90 à propos des pays en développement sous ajustement structurel. Et donc, ce biais anti-croissance qui provient du fait que la demande interne est contractée ou elle est sous austérité,
et que dans ce cas-là, c'est la demande externe qui va devoir prendre le relais d'une demande interne insuffisante ou ralentie ou réduite. Et donc, ça suppose que les fameuses élasticités du commerce extérieur fonctionnent bien, mais quand ce n'est pas le cas, si elles ne fonctionnent pas bien ou assez vite, et si l'offre productive elle-même va être potentiellement découragée par l'effet si l'accroissement fiscal est assez fort. Et donc, dans ce cas-là, l'offre est évidemment contrariée et donc les rentrées fiscales risquent de diminuer au risque de voir au final la croissance tellement empêchée, donc dans une situation de sur-rigueur budgétaire, que finalement, contre les attentes des concepteurs de la politique, le ratio de la dette et également le service de la dette peuvent se détériorer malgré tout quand la production, le produit Y lui-même se détériore au dénominateur. Donc, on peut avoir effectivement un effet contre-productif, comme le modèle grec un petit peu l'a montré d'une certaine manière. Alors, inversement, eux, les colombes vont être adeptes de la relance budgétaire sur la base, là encore, de la théorie générale, donc avec l'augmentation des dépenses publiques, ou encore on va avoir une approche un peu intéressante qui va consister à réduire les dépenses, la fiscalité. Donc là, on est plutôt dans un paradigme hayekien, ou encore, si on combine les deux, on va avoir à la fois accroissement des dépenses publiques et diminution de la fiscalité. Et donc, c'est une combinaison un peu, disons, ad hoc, que l'on pourrait, suite à un lapsus que j'avais fait auprès du professeur Sapir, donc finalement une politique ici hayekienne, mêlant Keynes avec l'augmentation des dépenses publiques et aussi Hayek avec donc la baisse fiscale. C'est un petit peu en réalité, on pourra y revenir, c'est un petit peu en réalité ce qu'a fait de facto Reagan avec les Reaganomics dans les années 80 et ce que voulait faire la récente première ministre britannique qui a finalement dû démissionner, donc Liz Truss, et donc avec une sorte de Trussonomics. Mais on y reviendra. Donc l'objectif, évidemment, là, c'est toujours de stimuler la croissance et l'emploi, comme pour la politique monétaire expansionniste. La limite, c'est le déficit budgétaire, évidemment, qui peut s'accroître assez rapidement, avec la combinaison, surtout si on fait la combinaison hayekienne. Donc, avec à l'arrivée une augmentation de la dette publique, la dégradation, le cas échéant, des notations par les agences de notation, et puis, dans la foulée, des attaques spéculatives sur la monnaie nationale ou les titres du gouvernement à long terme. Alors voilà un petit peu pour le cadre conceptuel. Alors je vous propose maintenant de regarder rapidement la première partie du papier, c'est la caractérisation de l'inflation dans son premier temps. Donc on retrouve une réflexion en termes des causes, quelles sont les causes et les types d'inflation auxquels nous sommes confrontés. Donc ça, on va s'appuyer, on se rappelle ce que le professeur Sapir a pu effectivement mettre brillamment en évidence hier. On a en tout cas un retour du vieux débat sur les origines de l'inflation. Est-ce une cause monétaire ou est-on devant des facteurs en lien avec l'économie réelle? Alors on va évidemment traditionnellement distinguer le choc de demande, c'est la fameuse demand pull inflation, donc y compris en lien avec une politique monétaire ou une politique budgétaire, soit qu'elle soit expansionniste, le choc est positif, soit qu'elle soit, dans le cas, on va avoir une inflation accrue. Évidemment, on pourrait raisonner dans le sens inverse quand on veut faire la politique de stabilisation. On va distinguer ces chocs de demande-là des chocs d'offres qui sont évidemment donc dans l'approche cost-push inflation. Donc, on va de nouveau réutiliser ici les fameuses approches en termes de courbe de Phillips, des enchaînements prix-salaire-prix, éventuellement aussi donc des anticipations inflationnistes et en matière de cost-push, eh bien l'inflation importée, comme on va le voir tout de suite. Dans le cas de l'Europe post-Covid, avec le professeur Sapir, on met en évidence trois causes qui compliquent aujourd'hui le choix de ce policy mix pour les temps à venir.
donc le choix de policy mix entre la Banque centrale pour la politique monétaire et l'État, quand elle est indépendante notamment, hein, et l'État pour la politique budgétaire. Quelles sont ces trois causes qui compliquent ce choix? Ben, tout d'abord, en Europe, une forte épargne, contrairement aux États-Unis, hein, ça a été évidemment rappelé hier, ce qui neutralise la hausse de la demande macroéconomique soutenue par les dépenses publiques. Ce qui n'empêche malgré tout pas la forte inflation, on voit en Europe. On a, ça a été bien rappelé, la baisse de la productivité du travail et la hausse des coûts en général par l'inflation importée, donc notamment des coûts énergétiques. Et puis, on a les entreprises qui, éventuellement, sauf si elles sont en position, comme dans le secteur énergétique, si elles sont en position oligopolistique, c'est autre chose. Mais sinon, en règle générale, elles baissent compte tenu des effets de compétition, elles baissent de concurrence, elles baissent les marges. Et donc, elles deviennent, notamment les PME, les petites et moyennes entreprises, deviennent très sensibles à l'accès et au coût du crédit, si jamais, effectivement, ce coût se resserre en cas de politique monétaire restrictive. Et puis, on fait évidemment face de manière plus récente à la problématique de l'inflation structurelle, hein, dans cette période post-Covid. Alors, rappelons qu'il peut exister un taux structurel d'inflation, hein, un peu comme il existe un chômage d'équilibre incompressible par la politique macro, hein, c'est-à-dire un taux d'inflation ici structurel au sens où, en deçà de ce taux, la politique monétaire n'est plus efficace dans la lutte contre l'inflation. Et si on insiste malgré tout à vouloir descendre sous ce taux structurel par la politique monétaire, disons, classique, eh bien, à ce moment-là, on va surtout obtenir non pas une baisse du taux d'inflation, mais une baisse accrue de l'activité, un accroissement ou une baisse excessive de l'activité, de la croissance, et donc des dommages économiques également en termes de déformation de la structure de l'appareil productif et baisse de la population d'entreprises, un accroissement des faillites d'entreprises, notamment par rapport au fait, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'accès au crédit devient très, très compliqué pour un grand nombre d'entre elles. Alors, quels sont les déterminants que l'on peut lister de cette inflation structurelle? Eh bien, des déterminants que l'on pourrait qualifier de structurels techniques, qui sont enracinés en réalité dans le processus de production. On peut également ajouter les déterminants institutionnels, donc selon l'état des institutions de l'économie concernée, hein, très variable d'une économie à l'autre. Et puis des déterminants sociaux en lien aux conflits distributifs, voire redistributifs, effectivement, en exercice dans le pays. Alors, si on veut effectivement illustrer un peu rapidement, on peut citer deux exemples actuels en lien avec les effets des politiques de transition énergétique. Eh bien, on a effectivement des coûts intrinsèques accrus de l'énergie, hein, intrinsèques accrus indépendamment de la crise énergétique liée aux événements en Ukraine. On a des coûts intrinsèques de production d'énergie qui s'accroissent avec ces nouvelles formes de production d'énergie. Et puis des exigences de financement, ça a été mentionné hier, exigences de financement fortes pour des investissements qui sont très lourds à venir, à présent et à venir. Et puis, on a avec ça, effectivement, des changements structurels dans les prix relatifs des différentes productions qui appellent, ça a été très bien montré par le professeur Sapir dans son papier hier, qui appellent à une inflation un peu facilitatrice, hein, de ces ajustements de prix relatifs à la hausse. Alors, les réponses, deuxième grand point de cette première partie, les réponses de politique monétaire des banques centrales. Là, on est plus dans l'analyse standard, hein, donc je vais passer assez vite. Réponse ça a été évoqué tout à l'heure, réponse par les taux directeurs, réponse par la politique traditionnelle de la masse monétaire ou de manière plus contemporaine dans les pays développés, par le bilan des banques centrales, donc la politique non conventionnelle avec le quantitative easing versus
le quantitative tightening, en notant qu'évidemment, dans cette situation contemporaine des marchés libéralisés, des libertés de mouvement de capitaux, la dérégulation financière et la désintermédiation financière à l'œuvre depuis plusieurs décennies, eh bien que les banques centrales peuvent se retrouver corrigées par les marchés. Et là, on peut noter au passage qu'il est intéressant de voir que souvent les prévisions d'inflation vont avoir, disons, un rôle important à jouer à la fois sur les anticipations des investisseurs et sur les notations des agences, et avec le fait que les prévisions peuvent ou non actuellement, les prévisions d'inflation, même au semestre suivant, peuvent ou non intégrer le débat budgétaire et est très variable en fonction de ce qui ressortira des décisions budgétaires. Hein. Quand les États qui utilisent, comme l'Allemagne avait annoncé, 200 milliards pour réduire le coût de l'accès à l'énergie des ménages et des entreprises, évidemment, dans ce cas-là, on a vu aussi dans le papier du professeur Sapir hier, avec ou sans intervention des États, les différents taux d'inflation qui peuvent se réaliser, mais c'est très intéressant de voir que les prévisions d'inflation sont sensibles à la prise en compte ou pas des politiques budgétaires annoncées, et dans ce cas-là, générer ou pas évidemment des anticipations autoréalisatrices sur l'inflation accrue. Alors, dans la deuxième partie que j'aborde maintenant, on revient à la problématique, avec sous-jacent au tableau, au concept d'approche méthodologique qu'on a évoqué tout à l'heure, au débat sur quelle est la priorité de ce policy mix ou de cette politique macro. Est-ce que c'est une priorité à la stabilisation qu'il faut donner, ou inversement une priorité à la croissance, au maintien ou au soutien de la croissance, quitte à reporter la stabilisation à un terme un peu plus long. Donc, bien sûr, l'orthodoxie choisira de faire une stabilisation à court terme, c'est presque tautologique d'ailleurs, stabilisation à court terme, mais on peut se demander si elle sera suffisante ou non pour redéclencher la croissance à moyen terme. Évidemment, les faucons vont penser que oui. Ou au contraire, est-ce que ça va entraîner une trappe austéritaire de laquelle il sera difficile d'échapper? Et là, ça sera plutôt la vision des colombes. Il faut évidemment, dans ce cas-là, tenir compte de la nature de l'inflation, comme on l'a évoqué dans la première partie, et des réponses monétaires qui sont très étudiées de ce point de vue-là. Mais quid de la réflexion actuelle sur la nature de la faible croissance en lien à la situation post-Covid? Nous allons tous vers une année 2023 récessive, par exemple, et sur l'adéquation des réponses fiscales. Il semblerait, mais c'est toute réserve, que effectivement les études sur ce point sont peut-être moins présentes à l'esprit, en tout cas, que les études monétaires. Donc, la question devient évidemment une question de séquence fondamentale. Faut-il faire de la stabilisation pour retrouver la croissance, ou au contraire stimuler la croissance et travailler sur les problématiques de stabilisation ensuite, ou en tout cas de manière moins prioritaire? Ça renvoie, comme on le disait tout à l'heure, un peu au débat des années 70, quand on essayait de jouer à la fois contre le ralentissement de la croissance et contre l'inflation, sans faire de véritable choix. C'était un petit peu un coup on fait du stop, un coup on fait du go, sans réussir finalement dans ces années-là à obtenir des résultats satisfaisants sur aucun des deux points. Et donc, on a eu la révolution monétariste à la fin des années 80 et le choix de prioriser d'abord la lutte contre l'inflation. Ça, c'était la séquence fin des années 80, fin des années 70, début des années 80, mais rien n'oblige à faire exactement la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, nous sommes en situation de crise et de très fortes incertitudes sur lesquelles je ne reviens pas, l'issue du conflit en Ukraine, l'évolution des prix, etc., à court moyen terme. Et on voit très bien que les faucons reprennent un peu de manière logique face à cette situation, ils reprennent la main. Tandis qu'on voit bien donc que le monétarisme se remuscle en quelque sorte.
Tandis qu'on l'a vu avec l'exemple britannique, on pourrait revenir, le kayekisme, donc ce mélange de réduction des impôts et d'augmentation des dépenses publiques, qui serait évidemment une combinaison explosive, mais utilisée à très court terme pour relancer la croissance, cette approche audacieuse-là a été tuée dans l'œuf en Grande-Bretagne. On peut noter au passage des problématiques bien évidentes de coordination entre l'État et la Banque centrale, dès lors que cette dernière est indépendante et qu'elle n'a qu'un mono-objectif, celui de l'inflation faible, ce qui est le cas de la Banque d'Angleterre ou encore évidemment de la BCE. Pas nécessairement, on a vu de toutes les banques centrales, on a vu hier avec le collègue Hélène Clément-Pittiot, l'a rappelé au passage que la Banque centrale, je crois que c'était dans le débat, que la Banque centrale américaine a un objectif double. Ce qui n'empêche pas d'avoir été la première ces derniers mois à remonter son taux directeur de manière plus substantielle. On peut aussi noter la possibilité d'une surdétermination de ce policy mix. Alors, comment ça, une surdétermination? Bien, déjà, puisqu'on part d'une situation où on n'a pas nécessairement une bonne coordination entre les deux agents principaux, l'État et la Banque centrale, mais de surcroît, il est possible, in fine, que ce policy mix va être surdéterminé par les marchés quand il y a un déficit de confiance, une sorte comment je voudrais dire, de non-confiance, oui c'est ça, de méfiance donc vis-à-vis du policy mix quand il n'est pas suffisamment dans l'orthodoxie. Et donc c'est ce qu'on a vu en Angleterre, où effectivement, enfin au Royaume-Uni, où effectivement la nouvelle ministre Liz Truss, la nouvelle première ministre, avait voulu faire du kayekisme et aussitôt a été accusée d'analphabétisme économique, comment on appelle ça, d'amateurisme politique, et a fait l'objet d'une attaque de tous azimuts par les médias, les économistes, et au final a dû faire face à une attaque un peu sur la livre, une attaque qui a perdu temporairement un peu sur le plan nominal quelques points, et puis une montée, ça s'est traduit par une montée, là c'est la réaction des marchés financiers, une montée des taux d'intérêt de long terme sur les gilts, les fameux bons du trésor britanniques, qui rendaient effectivement, si cette montée se poursuivait à la fois dans son rythme et dans le temps, allait peser de manière très dangereuse sur le financement de l'État britannique. Et en réalité, la Banque d'Angleterre a dû intervenir, un peu comme la Banque centrale européenne avait fait lors de la crise de l'euro, en annonçant qu'elle allait mobiliser jusqu'à 65 milliards de livres pour défendre les gilts. Et puis finalement, ça a calmé les marchés tout de suite. Et elle n'a eu besoin que d'utiliser quelques milliards moins de 10 milliards sur les 65 annoncés, et les choses sont relativement rapidement, en quelques jours, retournées dans l'ordre. Alors donc là, on voit bien qu'un policy mix peut être sanctionné ou pas par les marchés, et là ça a eu des conséquences politiques importantes, mais pour d'autres raisons liées au fait que Liz Truss a un profil très brexiteur, était pas très bien reçu, y compris dans son propre camp, c'est une autre affaire. Mais cette autre affaire nous amène vers la problématique du power politics, c'est-à-dire des enjeux politiques qui peuvent éventuellement surdéterminer un choix de policy mix, comme ça a été le cas justement dans cette affaire britannique, sachant que quand on parle des marchés, il peut y avoir derrière l'étiquette les marchés financiers des leaders d'opinion, des faiseurs de tendance, et en particulier des grands fonds comme Blackstone ou BlackRock, dont certains sont conseillés par d'anciens chef des politiques budgétaires britanniques, ou conseillers de haut niveau. On peut penser par exemple à l'ancien chancelier de l'échiquier britannique George Osborne, qui était donc le ministre des Finances du Premier ministre David Cameron, qui, quand David Cameron a dû démissionner suite au référendum sur le Brexit,
a été automatiquement recruté, enfin très vite recruté comme conseiller à l'investissement du groupe BlackRock. Donc, on voit quand même qu'il y a ici une interaction entre la politique et l'économique qui est beaucoup plus forte éventuellement et qui serait intéressante à intégrer dans les modèles. Et dernier point de réflexion, réfléchir évidemment aussi avec le régime de change, voir comment le régime de change, qu'il soit fixe ou flottant, peut influencer ce policy mix, un peu à la manière de Mundell-Fleming ici. Il faudrait réfléchir à cette double possibilité-là. Et puis, comme nous sommes dans un régime de mouvement de capitaux libres, évidemment, là aussi, ça accentue les risques de conséquences des effets de réputation vers, comme on l'a vu par exemple donc, dans l'exemple britannique. Et qu'est-ce que le passage à un régime relativement plus restrictif, ou en tout cas contrôlé des mouvements de capitaux, pourrait changer dans l'analyse. Et notons ici, évidemment, que là aussi, les États-Unis bénéficient de l'effet de monnaie dominante, comme mise en évidence hier, je crois, par Hélène, Clément Pithiot, qui a mentionné une prime de 100 milliards de dollars qu'elle estimait sous-estimée par rapport à cet effet-là. Donc, on arrive au dernier point, avant une conclusion rapide, c'est comment va-t-on nourrir finalement empiriquement, avec les expériences réelles observées, ce tableau qui croise la politique budgétaire et la politique monétaire, donc avec des expériences réelles. On peut ici, pour illustrer dans la case F rouge et C vert, c'est-à-dire la case nord-est, on retrouve le Rigadomix, puisque à l'époque, Paul Volcker à la Federal Reserve avait durci beaucoup la politique monétaire. Reagan avait baissé les taxes et puis avait dû augmenter les dépenses publiques dans le cadre de la Star Wars, Star Wars, la guerre des étoiles et l'initiative de défense stratégique. Donc ici, on retrouve de la même manière peut-être le Biden, la politique actuelle des États-Unis, puisqu'on a la Fed qui a réaugmenté son taux directeur, et puis le programme de Biden de fortes dépenses publiques situerait le Bidenomics 2022 dans cette case-là. Évidemment, il s'agit de bien situer dans le temps les différentes combinaisons, parce qu'elles peuvent évoluer dans le temps, évidemment. Si on prend le cas de Trussonomics ici, 2022, donc l'Istrus, on l'a évoqué, dans un contexte où la Banque d'Angleterre avait commencé aussi à suivre la Fed et à augmenter son taux d'intérêt directeur ou éventuellement faire du quantitative tightening, on va voir. Donc, Trussonomics est là et prenons le cas inversement dans la case à la diagonale opposée, donc le sud-ouest. Donc, les colombes verts et les faucons rouges. Ici, on a un peu la combinaison, le policy mix de l'Union européenne dans les années 2010 ou la fin des années 2010 avant la crise. On a donc effectivement du quantitative easing par la Banque centrale européenne mêlé à une application plus ou moins stricte du pacte de stabilité budgétaire de l'Union européenne. Et donc, ça nous met dans une politique monétaire accommodante et une politique budgétaire quand même relativement restrictive. Mais le passage des années plus récentes, si on prend 2023-2026, on va retrouver dans la case au-dessus, donc avec un double resserrement monétaire et budgétaire, peut-être la combinaison, le policy mix qui va caractériser à la fois la France, avec Macronomics, si je peux me permettre, et l'Union européenne, puisqu'on risque d'observer donc la Banque centrale européenne qui remonte son taux directeur, qui va faire du quantitative tightening, et donc ça c'est pour la politique monétaire restrictive, et simultanément un retour progressif après le programme des programmes nationaux de résistance et de résilience, donc le surcroît de dépenses budgétaires choisi par l'Union européenne en 2020, un retour progressif au pacte de stabilité. Et là aussi, on verra à partir de quand les pays, avec les recommandations de Bruxelles de politique économique, à partir de quand ils vont exiger
le retour aux 3% et si la règle aux 3% du déficit budgétaire va être maintenue telle quelle ou non. On peut aussi observer ici, ça sera peut-être mon dernier exemple pour ne pas être trop long, le Sunak Omix, donc Sunak de Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique. Donc, le policy mix pour le Royaume-Uni 2022-2024, lequel serait-il? On a là aussi une politique monétaire qui se durcit, l'augmentation du taux directeur de la Banque d'Angleterre. Et puis, si l'on prend l'annonce, le statement qui a été fait il y a quelques jours, le 17 novembre, par le chancelier de l'échiquier Jeremy Hunt devant le Parlement, on a l'annonce d'une politique budgétaire qui va passer par une restriction de dépenses estimée par les services du ministre lui-même à 55 milliards de livres, par le fait qu'il va augmenter les taxes et réduire un peu le programme expansionniste des dépenses publiques. Donc, un resserrement budgétaire annoncé de 55 milliards de livres, qui correspond quand même, j'ai fait rapidement le calcul, à 2,5 points de PIB. Donc, on voit là qu'on a effectivement le passage du Trussonomics au Sunacomics qui change bien la donne. Ça fait passer effectivement le Royaume-Uni de la case du nord-est vers le nord-ouest. Alors effectivement, ça c'est sous la forme du tableau à titre analytique et heuristique, mais il sera intéressant dans la suite de notre travail à présenter les choses de manière non plus statique, mais un peu dynamique comme j'ai commencé à le faire, avec un graphique, on verra comment on arrange ça, un graphique qui permettrait de tracer dans le temps les évolutions, même récentes, du policy mix d'un pays donné. Alors en conclusion, on voit que partout, on sait maintenant que l'année 2023 va être une année récessive pour la plupart, si ce n'est toutes, les pays développés. Mais pour autant, et malgré ces annonces-là, on voit bien que les policy mix de type faucon, donc restrictive monétaire, restrictive budgétaire, se généralisent. Donc une combinaison qui est particulièrement marquée. Alors que l'inflation pourrait, sous toute réserve évidemment, pourrait être destinée à refluer, d'après les analyses qui en sont faites, notamment avec une première détente, on l'a vu, des prix du baril. Mais on a donc empiriquement peut-être à la fois une inflation qui pourrait se calmer et une récession avec des baisses du PIB qui pourraient se diffuser et s'aggraver. Et pour autant, se maintient cette préférence, on va dire, des autorités, à la fois de la Banque centrale et de l'État, pour un policy mix faucon-faucon. Et donc, vis-à-vis de ce contexte, la priorisation de la stabilité semble nous emmener dans le mur du point de vue de la croissance et des conséquences réelles. Et on pourrait s'interroger sur, c'est un autre sujet encore, un sujet dans le sujet, sur quelles sont les raisons profondes qui agissent pour qu'on maintienne ces politiques doublement austéritaires alors qu'on sait qu'on va dans le mur pour 2023. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Michel. Des questions tellement le plus courtes que possible avec des réponses courtes. D'abord Alexandre Chirov, ensuite Jacques Shapir et moi en troisième lieu. Et oui, merci beaucoup. Merci pour cette communication qui est vraiment très actuelle. J'ai une question sur Reaganomics. Nous avons eu l'impression, et c'est un sujet qu'on a discuté il n'y a pas longtemps, en fait, il y a des articles en Russie qui disent que Reaganomics, c'est un changement d'une politique très douce, très souple vers une politique plus stricte. Oui, il y a eu des grands programmes liés à la défense,
mais il s'agit en tout cas d'une politique budgétaire plus stricte et la politique budgétaire plus souple. J'ai l'impression que vous l'avez présentée d'une façon différente. Est-ce que vous pourrez commenter cela? Et une remarque que je voudrais faire, il faudrait bien ajouter la Russie dans ce tableau parce que la dernière décennie, ce pays a existé dans le cadre d'une politique budgétaire et monétaire très stricte avec des faucons autant présents au ministère des Finances qu'à la Banque centrale. Merci. On répond directement question par question, peut-être. Oui. Je vais dire un mot, mais peut-être Jacques voudra, en tant qu'historien de l'économie, peut-être plus précis que moi. Moi, ce que j'ai retenu, à l'époque, j'étais jeune économiste. Hein, ce que j'ai retenu de Reaganomics, c'est qu'il y a eu effectivement cette politique monétaire d'abord très stricte liée au président de la Federal Reserve, Paul Volcker, qui a effectivement entraîné la remontée des taux d'intérêt réels et la crise d'endettement du tiers-monde d'ailleurs, avec l'afflux de toutes les liquidités qui sont arrivées vers les États-Unis. Donc une politique monétaire très restrictive, extrêmement restrictive. Et puis Reagan, dans son programme idéologique, la baisse des impôts en comptant sur la courbe de Laffer, donc trop d'impôts tuerait l'impôt, et quand on réduit les taux marginaux, on devrait retrouver une accélération de l'offre et donc de l'assiette fiscale, et donc in fine des recettes fiscales. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché aux États-Unis à ce moment-là. Et en revanche, les dépenses, notamment pour la défense, donc un peu de facto, c'était peut-être pas un choix volontaire au départ de Mix, mais les dépenses publiques se sont beaucoup développées en lien à la défense. Et au final, le déficit budgétaire américain a atteint des niveaux records pour l'époque. Donc, du coup, c'était une politique lâche au sens laxiste budgétaire, mais peut-être imposée par les faits et pas choisie au départ. Je vais peut-être laisser Jacques en dire un peu plus à partir de sa maîtrise des faits historiques. Oui, merci. Effectivement, le Reaganomics a été, je dirais, une politique expansive d'un point de vue budgétaire, mais involontairement. Да, хотела бы добавить кое-что. Действительно, Reaganomics имела такую тенденцию к расширению с точки зрения бюджетных расходов, но это был несознательный выбор. La baisse des impôts a évidemment accru le déficit budgétaire et là-dessus est venue s'ajouter la hausse des dépenses de défense et en particulier des dépenses de recherche et développement pour la défense. Поскольку снижение налогов естественным образом усилило дефицит бюджета, и сверху к этому добавилось увеличение расходов на оборону, в частности, на исследования в области обороны. Et la politique monétaire est passée par, à un moment donné, une phase d'ultra-faucon, mais rapidement, la Réserve fédérale a reculé sur cette question. И какое-то время денежная политика проходила через стадию такого ультраястреба, но достаточно быстро Федеральная резервная система на это среагировала. Jamie Galbraith, mon collègue, avait participé à cet épisode comme jeune économiste travaillant à l'époque pour le Congrès. Et il a vu, il décrit très bien le mouvement de recul assez rapide de la Réserve fédérale, constatant les dégâts provoqués par la hausse des taux et surtout par la hausse des taux induits par la hausse des taux américaines. Мой коллега Брес в ту эпоху работал экономистом, он был достаточно молод еще, и работал экономистом в Конгрессе, и он прекрасно описывает то, как резко изменилось направление движения Федеральной резервной системы, как только ее представители поняли, насколько губительным, насколько серьезные последствия несет экономика, в частности, из-за повышения процентной ставки.
Alors, deux remarques maintenant. Une remarque sur le fait qu'une hausse brutale des taux ne va pas simplement provoquer une contraction des crédits et une contraction de l'investissement, mais risque de provoquer une dégradation de la qualité des crédits et donc de provoquer à terme une crise financière. И здесь нужно сделать два комментария. Сам по себе резкий рост процентной ставки не ведет к сокращению кредитов и инвестиций, но может повлиять негативным образом на качество кредитов, что в свою очередь приведет к финансовому кризису. C'est un cas assez typique, je dirais, de sélection adverse ou de sélection perverse par une hausse des taux trop brutale. И это типичное последствие такого искаженного отбора, связанного с резким повышением ставок. Après, ça c'est plutôt une question pour nos collègues russes. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de s'orienter en Russie vers un mix particulier marqué par une politique budgétaire qui serait dominée par les faucons en 2023, avec en particulier le retour à la règle budgétaire. Par contre, une politique monétaire qui serait un petit peu plus accommodante ou en tous les cas qui serait peut-être neutre dans le contexte russe. И дальше это будет скорее вопрос нашим российским коллегам. Не думаете ли вы, что в настоящее время в России, да, на 2023 год мы наблюдаем следующую тенденцию, когда бюджетная политика работает в режиме ястреба, да, с возвращением к очень жесткому контролю бюджета, но при этом денежная политика ведет себя более мягко, идет на большие уступки или, по крайней мере, нейтрально в этом смысле. Alors, si on a une question, il faut répondre. Alors, j'ai l'impression que pour 2023, on aura cette période de transition parce qu'on a envie, on a le désir de faire augmenter les dépenses budgétaires et sans déficit budgétaire significatif, les tâches minimales de l'économie pour l'année prochaine ne trouveront pas sa solution. Mais nous comprenons qu'un déficit budgétaire, c'est quelque chose de temporaire et nous sommes dans un cadre où l'économie se développe grâce à une politique monétaire souple. Donc, il y a cette partie de transition où la politique budgétaire est plus stricte et la monétaire est plus souple. Mais chaque fois qu'on essayait de faire cette expérimentation, les deux politiques finissaient par être très strictes. Et comme notre collègue Jean-Michel vient de dire très bien, il faut ajuster l'économie de façon que les expectations d'inflation soient bien ancrées pour avoir des facteurs de croissance de l'activité économique. Mais pour l'instant, on comprend que cela n'est pas suffisant. Je vais juste dire quelques mots pour finir, pour conclure la discussion sur cette présentation. Les banques centrales sont des agences qui suivent dans leur travail des instructions. Et il y a une malcompréhension entre ceux qui travaillent dans les banques centrales et ceux qui étudient leur politique. Sur les derniers 100 ans, la politique monétaire a changé de façon suivante. Elle a arrêté d'être une politique discrétionnaire, elle est devenue une politique de règles. Aussi, les objectifs de la politique monétaire ont été diminués et
les instruments disponibles ont changé, ainsi que leur hiérarchie. Et je pense qu'il serait plus correct d'approcher ce dont on a parlé dans cette présentation. Voilà, c'est quelque chose qui vient à venir à l'attention des banques centrales. C'est le concept de Integrated Policy Framework, donc de cadre de politique intégrée, même pas de terme russe précis pour ça, mais j'ai vu déjà ça sur le site web de la Banque centrale de France. Donc, dans ce cas, on parle de fusion de différentes directions de politique des banques centrales. C'est la politique monétaire, macro-potentielle, politique des monnaies et de monnaies étrangères, parce que les trois types de stabilité, donc la stabilité monétaire intérieure et de monnaie, et aussi la stabilité, la troisième financière, sont traités de façon différente des banques centrales. Donc, si on parle avec ces termes, les employés des banques centrales pourraient nous comprendre. Mais là, pour l'instant, on compare la politique de Fred Monist, ce qui concerne la masse monétaire. La politique de Keynes est une politique monétaire discrétionnaire. Et dans une dizaine des pays les plus développés, cela sert à justifier l'inflation. Les dynamiques sont différentes. On a une pression vers une stabilité de prix, alors que la stabilité financière est un objectif supplémentaire des banques centrales. Donc, cela ne figure dans la liste principale des objectifs que pour la Banque d'Angleterre. Voilà, ce sont juste quelques remarques pour développer votre position. Et on va passer la parole à l'intervenant suivant de Dmitry Kouvaline, qui va parler des problèmes du développement spatial de la Russie dans le cadre géopolitique.